Bon, bonjour à tout le monde. Je vais vous partager mon écran. OK. Donc, en ce moment, vous devriez être capable de voir mes diapositives, ma diapositive. Alors, ben, premièrement, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être parmi vous virtuellement. Alors, je suis ergothérapeute. Moi, j'ai été clinicienne pendant presque 10 ans là, avant de m'embarquer en recherche. Actuellement, je suis en fin de rédaction de ma thèse de doctorat sur la supervision de Carolina Bottari et Bonnie Swain. Toutes les deux sont chercheuses au CRIR. Alors, c'est ça, voilà quelques temps, Mme Thériane m'a approché pour savoir s'il y avait un sujet parmi mes travaux de recherche là, qui pourrait intéresser surtout les cliniciens, aussi les coordonnateurs cliniques et les gestionnaires. Alors, je vois que tout ce monde-là est présent aujourd'hui. Donc, j'ai pensé qu'un échange sur le concept de potentiel de réadaptation pourrait vous intéresser. Donc, j'ai intitulé ma présentation le concept de potentiel de réadaptation, mieux le définir pour mieux l'évaluer. Probablement que plusieurs d'entre vous êtes vraiment intéressés peut-être par la deuxième partie de ce titre, c'est-à-dire que vous voulez savoir quelles sont les meilleures pratiques pour évaluer le potentiel de réadaptation. Moi aussi, là, quand j'ai débuté mon doctorat, c'était un de mes premiers intérêts. Mais je vais vous faire une confidence maintenant pour pas que vous n'ayez des faux espoirs. Il n'existe à ce jour aucun outil standardisé pour mesurer le concept de potentiel de réadaptation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'évaluer. Nous allons y revenir plus tard dans la présentation. Donc, le concept de potentiel de réadaptation, c'est un concept qui est complexe. Et au tout début de mon doctorat, je me suis vite aperçue qu'il n'existait pas de définition claire ou consensuelle de ce concept-là. Pourtant, c'est quand même assez essentiel d'avoir une définition claire avant de tenter d'évaluer un concept, parce qu'il faut savoir en premier lieu ce qu'on est en train d'évaluer. Donc, dans les 30 prochaines minutes, je me donne comme mission de vous présenter certains résultats tirés de mon projet de doctorat, particulièrement les résultats portant sur la définition du concept de potentiel de réadaptation. Oups, attendez. OK. Tout d'abord, je vous propose une brève mise en contexte de la problématique clinique qui a alimenté mon intérêt pour le concept de potentiel de réadaptation. Donc, dans les années 2000, j'ai travaillé plusieurs années en hôpital de soins aigus auprès d'une clientèle en neurologie et en neurochirurgie. Puis, dans le contexte des soins aigus, comme vous le savez, nous sommes appelés, nous, les professionnels de la réadaptation, à participer à la planification des congés. Donc, on nous demande, entre autres, de nous prononcer sur le potentiel de réadaptation des personnes pour déterminer quels patients pourraient bénéficier de réadaptation et d'émettre, par conséquent, des recommandations quant à l'orientation du patient vers des services de réadaptation suite au congé hospitalier. Le terme potentiel de réadaptation est donc utilisé couramment dans la pratique clinique. On le voit aussi dans certains guides de pratique et même parfois comme critère d'admission à des programmes de réadaptation. C'est donc un concept clé pour lequel il n'existait pas de définition claire. Donc, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une définition du concept de potentiel de réadaptation qui est basée sur une revue de littérature qu'on a fait au courant de mon projet de doctorat. Je vous présenterai aussi par la suite des données supplémentaires qui sont tirées d'une étude portant sur le raisonnement clinique sous-tendant l'évaluation du potentiel de réadaptation. Et j'aimerais ouvrir à la fin sur une discussion sur l'évaluation de ce concept-là. Donc, en 2020, on a publié une revue de littérature. Puis le but général de cette revue de littérature, c'était de clarifier le concept de potentiel de réadaptation chez les personnes ayant subi des lésions cérébrales acquises et dans le contexte spécifique d'accès à des services post-hospitaliers de réadaptation. Les objectifs plus spécifiques, c'était d'examiner comment le terme potentiel de réadaptation était utilisé dans la littérature jusqu'à présent, d'identifier, si possible, des définitions du concept de potentiel de réadaptation et d'identifier aussi les dimensions ou les attributs, si on veut, du concept.
Pour atteindre ces objectifs, on a combiné 2 méthodologies, l'examen de la portée, qu'on appelle en anglais scoping review, et l'analyse de concept. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler la méthodologie utilisée, mais pour ceux qui sont curieux, je vous invite à lire l'article que nous avons publié. Alors, nous avons fait une recherche dans 3 grandes bases de données et nous avons retenu les publications où les termes Rehabilitation Potential ou Potential for Rehabilitation étaient utilisés. Les publications devaient être rédigées en anglais ou en français et concerner une population adulte avec des lésions cérébrales acquises. Donc, nous avons retenu les publications aussi où le terme était utilisé dans le contexte de référer ou d'admettre un patient en réadaptation suite au congé hospitalier. Au terme de ce processus, on a retenu 18 articles. Je voudrais préciser ici qu'il y a 15 des 18 articles qui ont été publiés après l'an 2000. Donc, c'est un terme dont l'utilisation dans les écrits scientifiques est quand même assez récente pour cette clientèle. Lors de notre analyse de ces publications, on a été en mesure d'identifier 3 définitions que vous voyez présentement à l'écran. Ce qui ressort de commun dans ces définitions, c'est qu'il existe un ensemble de facteurs qui sont intrinsèques, mais aussi extrinsèques à la personne, qui doivent être considérés, et il doit y avoir une notion de possibilité d'amélioration, soit au niveau fonctionnel ou au niveau de la qualité de vie. Cependant, alors que les 2 premières définitions semblent référer au potentiel de réadaptation comme étant une caractéristique propre au patient, la 3e définition semble plutôt indiquer qu'il y a une certaine forme d'estimation qui est faite par le clinicien puis qui tient compte d'un ensemble de facteurs. La subtilité ici est quand même importante car si on considère que le potentiel de réadaptation est purement une caractéristique de la personne, comme peut l'être par exemple la force de préhension, on pourrait s'attendre à pouvoir le mesurer avec un instrument standardisé, comme par exemple l'utilisation du manomètre. Mais si le concept est une forme d'estimation, on cherche à estimer quoi exactement? Les résultats de notre analyse de concept suggèrent que le concept de potentiel de réadaptation n'est pas en soi une caractéristique du patient uniquement, mais émerge plutôt de l'interprétation que fait le clinicien des caractéristiques du patient, par exemple son âge, ses capacités physiques ou cognitives, et aussi tient compte du contexte clinique où œuvre le clinicien, par exemple le type de services de réadaptation qui sont disponibles suite au congé hospitalier. Et cette interprétation est comme façonnée par les caractéristiques propres au clinicien. Par exemple, notre expertise professionnelle ou notre connaissance de données probantes vont influencer nos interprétations. Donc, les interprétations faites par les cliniciens ont pour but essentiellement de prédire l'amélioration au niveau des capacités ou au niveau fonctionnel et aussi d'identifier s'il y a des objectifs de réadaptation qui pourraient être atteints. Ce qui ressort aussi comme attribut essentiel de ce concept-là, c'est la notion que le potentiel de réadaptation est un concept à plusieurs niveaux. Donc, on ne devrait pas simplement dire que le patient a ou n'a pas de potentiel de réadaptation, mais plutôt situé sur un continuum. De plus, le potentiel de réadaptation peut changer dans le temps, d'où parfois la nécessité de réévaluer. Suite à l'ensemble de l'analyse dans cette revue de littérature, voici la définition que nous avions retenue. Donc, le potentiel de réadaptation consiste en la prédiction que fait le clinicien du progrès attendu chez un patient suite à des interventions de réadaptation. La prédiction du clinicien est basée sur son interprétation des caractéristiques du patient, ainsi que du contexte clinique local, et est façonnée par les caractéristiques propres au clinicien. Le concept de potentiel de réadaptation repose le long d'un continuum et peut changer dans le temps. Maintenant, j'aimerais vous présenter une partie des résultats d'une étude que nous avons réalisée qui portait sur le raisonnement clinique des ergothérapeutes sous-jacent à leur évaluation du potentiel de réadaptation des personnes hospitalisées en soins aigus suite à un AVC ou un TCC. Les objectifs de cette étude, c'était d'examiner à quoi pensent les ergothérapeutes, donc les facteurs qui influençaient leur raisonnement, puis examiner comment pensent les ergothérapeutes, donc les processus cognitifs de raisonnement utilisés. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va regarder les résultats en lien avec le premier objectif.
Le deuxième objectif pourra faire l'objet d'une autre présentation si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. La méthodologie utilisée, bien, ici aussi, là, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je veux souligner que nous avons tenté d'étudier le raisonnement clinique des ergots dans le contexte le plus authentique possible d'évaluation en soins aigus. Nous avons recueilli des données sur le raisonnement clinique des ergots à 2 moments. Une première fois lorsqu'ils consultent le dossier médical du patient et une deuxième fois lors de l'évaluation initiale du patient. En bref, nous avons utilisé un protocole de pensée à voix haute où je leur demandais de verbaliser tout haut les pensées qui leur venaient à l'esprit. Je leur demandais de décrire particulièrement les éléments auxquels ils réfléchissaient quand ils pensaient au potentiel de réadaptation du patient. On a procédé à une analyse qualitative des données recueillies. Et voici une schématisation des facteurs que nous avons identifiés et qui ont influencé le raisonnement clinique des ergots participant à cette étude. Plus tôt, quand je présentais les résultats de la revue de littérature, je mentionnais que le potentiel de réadaptation est un concept qui émerge de l'interprétation des cliniciens et que les cliniciens tentent de prédire l'amélioration et de déterminer si le patient pourra atteindre des objectifs de réadaptation. Dans cette étude, on a pu observer qu'effectivement, les ergothérapeutes tentent de prédire si le patient va récupérer, surtout au plan moteur et cognitif. Les caractéristiques du patient qui influencent leur prédiction sont l'âge, le type de lésion, la sévérité de la lésion, les comorbidités, les fonctions cognitives antérieures et présentes, les fonctions physiques antérieures et présentes, et aussi s'il y a eu amélioration observée depuis l'admission à l'hôpital. Mais il y a aussi d'autres facteurs qu'ils considèrent et qui sont plutôt en lien avec la capacité du patient à participer à une thérapie et à poursuivre des objectifs de réadaptation. Puis là, ici, je parle de facteurs au niveau du niveau d'éveil, d'être capable de suivre des instructions, de démontrer une capacité d'apprendre, d'avoir un certain niveau d'autocritique, être capable de collaborer, d'être motivé, d'avoir assez d'endurance pour participer à des thérapies. Les ergots comparent aussi le niveau antérieur d'indépendance dans les activités quotidiennes au niveau actuel afin de formuler des objectifs de réadaptation qui sont fonctionnels. Donc, quand les ergots réfléchissent au potentiel de réadaptation du patient, ils considèrent le potentiel de récupération du patient, mais aussi la capacité du patient de participer à une thérapie puis de poursuivre des objectifs de réadaptation. Finalement, pour déterminer si un patient est candidat pour une réadaptation, à ce moment, l'ergo tient compte du potentiel de réadaptation, mais tout en considérant aussi le contexte des services de réadaptation disponibles suite au congé hospitalier et des critères d'admission des programmes de réadaptation. Donc, à notre connaissance, c'est la première étude à vraiment essayer de distinguer ces trois concepts-là, c'est-à-dire le potentiel de récupération, le potentiel de réadaptation et l'éligibilité à une réadaptation. Puis ça semble être trois concepts qui semblent être imbriqués l'un dans l'autre. Donc, nous y arrivons enfin. Peut-on mesurer et évaluer le potentiel de réadaptation? Je vous ai déjà vendu un peu le scoop au début de la présentation en vous disant qu'il n'existe présentement aucun instrument permettant de mesurer ce concept spécifique. Par contre, nous pouvons utiliser des instruments pour mesurer les caractéristiques du patient à considérer dans nos interprétations et se baser sur les données probantes pour faire certaines prédictions. De plus, sachant que le concept de potentiel de réadaptation est basé sur la prédiction de la récupération et sur la capacité du patient à participer à une thérapie ou de poursuivre des objectifs de réadaptation, lorsque nous nous prononçons sur le potentiel de réadaptation, nous devrions inclure cette dimension. Par exemple, on devrait voir ces éléments dans la section analyse de nos rapports, par exemple. On pourrait écrire, par exemple, quelque chose comme le patient a un potentiel de récupérer au niveau physique, puisqu'une amélioration au niveau des capacités motrices du membre supérieur droit et du membre inférieur droit est observée depuis l'admission. C'est juste des exemples. On pourrait aussi écrire, par exemple, le patient collabore bien, suit les consignes, se souvient des enseignements d'une session à l'autre. Monsieur est motivé et ses objectifs de réadaptation sont XXX. Il existe aussi des outils là, qui peuvent aider à prédire la récupération avec des interventions de réadaptation ou à juger de la capacité d'un patient de bénéficier d'une réadaptation. Je vous donne
2 exemples ici à l'écran. Donc, il n'existe pas encore d'instruments standardisés pour mesurer le potentiel de réadaptation, mais on peut quand même l'évaluer. En conclusion, à la question « Est-ce que la personne a un potentiel de réadaptation? » Je pense qu'on ne devrait pas répondre par simplement « oui » ou « non », mais plutôt décrire le potentiel de réadaptation que démontre le patient. Est-ce que la personne démontre actuellement un potentiel de récupération, une capacité de participer à une réadaptation, des objectifs de réadaptation? Et se prononcer sur le type d'intervention de réadaptation requise en fonction du potentiel présenté par le patient. Par exemple, le type de réadaptation, là, interne, congénicité précoce ou externe, l'intensité, combien il est capable de tolérer de minutes de thérapie, combien de fois par semaine, par qui, quels sont les professionnels nécessaires, ou quand la réadaptation peut-elle débuter ou a-t-on besoin de réévaluer. Alors voilà, j'espère que cette présentation vous apporte des pistes de réflexion par rapport à votre pratique clinique. Je voulais laisser un peu de temps pour échanger avec vous et si vous avez des questions, qu'on puisse entamer une réflexion par rapport à ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup, Priscilla. Donc, pour les questions, on va procéder par soit main levée ou par le chat. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez commencer à les écrire sur le chat ou de lever votre main. Donc, on a Sylvie Nadeau. Oui, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, Priscilla, le lien que tu fais entre ce que tu as décrit comme le potentiel versus le pronostic. En physiothérapie, on parle beaucoup de pronostic. Avant, on parlait de diagnostic en physiothérapie. Maintenant, on parle de pronostic. Il me semble qu'il y a un parallèle à faire entre les deux éléments. J'aimerais t'entendre là-dessus. Puis, après ta réponse, je vais devoir quitter malheureusement. Mais Okay, merci beaucoup. Merci, Sylvie. Effectivement, là, dans la littérature, on va voir ce terme-là aussi, prognostic, là, souvent. Plus souvent qu'autrement, dans la littérature, on fait beaucoup référence plus au prognostic de récupération. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le membre supérieur, on prédit qu'on va être capable de récupérer au niveau moteur, au niveau de la force, au niveau de la dextérité. C'est plutôt relié à ça, au potentiel de récupération. Puis quand on parle de potentiel de réadaptation, bien, on tient compte du potentiel de récupération, fait qu'on fait un prognostic, si on veut, de la récupération probable du patient. Mais on tient compte aussi de sa capacité à participer à une thérapie. Est-ce qu'il a les capacités cognitives de participer? Est-ce qu'il est capable d'apprendre puis d'apprendre l'enseignement qu'on lui donne d'une fois à l'autre? Est-ce qu'il est capable de mettre en place l'enseignement qu'on lui donne? Donc, le potentiel de réadaptation est comme un peu plus large que seulement le potentiel de récupérer ou le prognostic qu'on fait de récupération. OK, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des réflexions? Il n'y a personne dans le chat non plus. Ah, il y a une question dans le chat maintenant. OK, je vais regarder. Est-ce que tu veux que je le lise, la question? Oui, on peut le lire. OK. Alexandre a posé comme question, au niveau organisationnel, où peut-on retrouver un organigramme des programmes de réadaptation offerts dans les régions, notamment à Laval? Car tel que mentionné, cela a une influence sur notre analyse à un 3e niveau. Effectivement, là, je pense que comme clinicien, il faut vraiment être très à jour sur les différents programmes qui existent, puis leurs critères d'admission et aussi comment faire pour appliquer à ces programmes-là pour les patients. Donc, je ne sais pas si, tu sais, ça change beaucoup, hein, ces organigrammes-là, des fois, d'année en année, avec les nouveaux programmes ou les projets pilotes qui débutent.
Fait que je pense que moi, si j'étais clinicien, là, j'irais voir mon supérieur, mes chefs de service, pour voir si eux, ils ont sûrement des contacts là, avec les CIUS et tout ça, de voir où se trouve cet organigramme-là. Puis effectivement, là, c'est très important de savoir c'est quoi les critères d'admission pour ces programmes-là. Ça vient influencer notre évaluation du potentiel de réadaptation. Là, je vois des mains levées, puis je vois aussi d'autres questions dans le chat. Peut-être que j'irai avec la main levée, puis je reviendrai au chat. Donc, je vois... oui, Marie-Hélène, tu peux poser ta question. Ouais. Oui, bonjour. J'ai manqué la présentation du début, mais je vais poser une question par rapport à une étude que je fais en ce moment. Donc, nous, on est en train de voir comment le potentiel de réadaptation, donc en termes de mesure d'indépendance fonctionnelle, la MIF, donc ça, c'est une variable qui est en fait un test qui est fait en réadaptation, d'après ce qu'on a vu, parce qu'on a 15 CIUS qui sont impliqués. C'est soit le SMAF ou SMAF, je me sais pas. SMAF, oui. Et puis, avec ça, on collecte aussi des données sociodémographiques. Selon vous, est-ce que ça nous donne une bonne idée du potentiel? Est-ce que c'est une bonne mesure à utiliser ou il y a aussi le MOCA, tout ça, c'est fait. Donc, c'est sûr qu'il y a un ensemble de tests qui sont faits, mais est-ce qu'on est capable de mesurer vraiment le potentiel? Parce que c'est ça qui est utilisé en ce moment en clinique. Bien, je pense que c'est un des outils qui peut nous aider, mais c'est vraiment pas le seul outil qui devrait être utilisé. Quand on parle de la MIF, c'est surtout le niveau d'assistance qu'on regarde que la personne a besoin dans les activités quotidiennes. Donc, seulement ça ne peut pas décrire le potentiel de quelqu'un. Mais bon, il y a des études qui ont été faites sur la prédiction qu'on peut faire là, à partir, par exemple, de la MIF à l'admission, puis on prédit la MIF à la sortie de la réadap. Oui, c'est ça. Oui. Ça existe. Oui, c'est ce qu'on fait. En fait, ça existe déjà. Dans les CIUS, dans les centres de réadaptation en ce moment, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette mesure-là avant et après. C'est ça. Mais ça donne une indication. Si on l'évalue à l'admission, ça nous donne une indication de où est-ce que peut-être le patient peut se rendre au congé. Mais est-ce que ça va vraiment nous donner un portrait complet du potentiel de réadaptation? Ce que je présentais ici aujourd'hui, c'est de dire ben, il faut aller chercher d'autres mesures et mesurer d'autres choses parce que il y a aussi, est-ce que le patient collabore? Est-ce qu'il est motivé? Si le patient il a une dépression puis on ne traite pas sa dépression, ben, peut-être que même si sa MIF est la même qu'un autre à l'admission, à la réadap, il ne finira pas avec le même score au congé. Donc, il y a d'autres éléments qui font plus partie peut-être de ce que moi j'ai appelé là, la capacité du patient à participer, à s'engager, on pourrait dire, dans une thérapie, qui est aussi un élément très important dans le potentiel de réadaptation. Je ne sais pas si ça fait pas... Ben, en partie, on pourrait avoir une longue discussion sur peut-être... Oui, mais je pense qu'on va l'avoir. Je pense que je vais vous contacter parce que je pense que c'est important pour qu'on puisse avoir vraiment comprendre comment on peut utiliser toutes les variables qui sont prises à l'admission, puis comment on peut justement peut-être le décrire plus comme une capacité à travers tous ces tests-là. Fait que oui. Oui, contactez-moi sans problème. Ça me fera plaisir de discuter ça avec vous. Merci. Merci. Il y a des questions dans le chat, je vais te les lire, OK? Vas-y. Donc, il y en a un qui dit, dans le cadre de vos travaux, avez-vous des recherches ou articles portant sur le potentiel en maladies évolutives? Il n'y a vraiment pas beaucoup de recherches sur le potentiel de réadaptation de façon générale. Peut-être qu'est-ce qui est le plus proche de cette question-là, c'est chez les personnes âgées avec démence, par exemple. Mais c'est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup en clinique, mais qu'il n'y a pas encore beaucoup de recherches dessus, malheureusement. Il y a eu des publications très récentes. Il y en a une que c'était les personnes âgées en soins aigus.
puis il y en avait un autre en santé mentale. Mais celui en santé mentale, je pense que c'était seulement comme une espèce de commentaire. C'était pas vraiment une recherche empirique. Fait que malheureusement, là, il n'y a pas encore beaucoup d'études. Parfait. Une autre question, c'est Myriam veut revoir les 2 outils d'évaluation, fait que le diapo avec les deux, les outils deux. pour, oui, bien, en fait, oui, là, vous pouvez. Je pense que Mme Thériane, elle a enregistré la vidéo, puis ça va être accessible, c'est ça, sur le site du CRIR? Oui, il va être sur le site du CRIR, puis si jamais vous voulez le recevoir par courriel, écrivez votre courriel dans le chat, puis je vais vous l'envoyer aussi. Mais oui, il sera sur le site du CRIR. OK, parfait. Mais ça, si jamais ça vous intéresse, moi, je me dis que peut-être ce serait bien qu'on fasse une deuxième partie à la présentation, si vous voulez, parce qu'en termes d'outils, il n'y a pas juste ces 2 outils-là, c'était vraiment 2 exemples, mais il existe d'autres outils qui peuvent être intéressants aussi là, pour vous. Okay. On pourra faire un partie 2 avec des outils d'évaluation, oui. C'est ça. On a Stéphanie Laurent qui a sa main levée. Elle peut, Bonjour, mais c'est ça, il y avait plusieurs choses. Premièrement, merci pour la présentation, c'est vraiment très bien, très intéressant. Il y a une question par rapport à la démence. Moi, ce que je vois, c'est vraiment au niveau des usagers qui ont une démence où il y a le plus grand écart entre ce qui est évalué souvent en soins aigus et quand l'usager arrive en réadaptation. Là, souvent, la perception de l'équipe ici, c'est des médecins là, aussi. Et on le voit là, quand on essaie de faire de la réadaptation active avec ces usagers-là, souvent, c'est là où il y a un écart. Fait que là, vous venez de nommer qu'il y avait une étude là-dessus. Est-ce que c'est possible d'en savoir plus? Comment le potentiel est évalué? Comment on peut diminuer l'écart entre les 2 milieux? Bien, en fait, l'étude qui a été publiée avec cette population-là, c'était une étude, à mon souvenir, qui regardait un peu les facteurs que les thérapeutes considéraient quand ils évaluaient le potentiel de réadaptation des patients qui ont une démence. Mais de là à dire comment on peut peut-être diminuer l'écart entre ce qui est évalué en soins aigus et ce qui est évalué en réadaptation, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Mais cette étude-là, si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un courriel. Je ne sais pas, peut-être que je peux écrire mon courriel dans le chat. Puis je vais vous faire parvenir là, la référence pour cette étude-là. Puis en fait, dans cette étude-là, ce qu'il disait, c'est que souvent les gens, les patients qui ont une démence sont souvent considérés comme n'ayant pas de potentiel de réadaptation, mais il y a des thérapeutes qui considèrent qu'ils n'en savent pas assez sur les capacités des patients qui ont une démence à vraiment s'engager dans une thérapie. Donc, je ne sais pas, vous, quand vous dites que vous voyez une discordance entre ce qui est évalué en soins aigus puis en réadaptation, c'est quoi la discordance exactement que vous c'est qu'on a voyez? Souvent des usagers qui sont évalués en aigu et pour lesquels il y a un jugement comme lequel il y aurait un potentiel de réadaptation, donc sont référés en réadaptation. Mais quand ils arrivent en réadaptation, dès la première semaine et des fois dès les 2 premiers jours, les thérapeutes reviennent en disant « Écoute, je ne sais pas ce que l'usager fait ici, là, ça n'a pas de bon sens, il n'y a aucun potentiel de réadaptation. » Puis on se dit « c'est le même usager. Qu'est-ce qui fait que… » Ouais. Des fois, on retourne l'usager en soins aigus parce que nous, ici, il n'y a rien à faire. Ben, c'est ça. Puis je pense que dans ce que j'ai présenté aujourd'hui, une des choses importantes, c'est d'essayer de vraiment bien comprendre comment on peut prédire la récupération. Puis aussi comment puis des fois, quand il n'y a pas de récupération, disons, je vais donner un exemple au niveau physique, on ne pense pas qu'il y a de la récupération, mais qu'on voit, là, je parle pour une clientèle peut-être AVC, là, on voit que les patients, ils sont motivés, ils collaborent, ils sont capables d'apprendre, mais on va y aller pour des méthodes compensatoires. Fait qu'en réadap, ils peuvent apprendre. C'est quelqu'un qui est hémiplégique qui peut apprendre à s'habiller juste avec une main, par exemple. Donc, il y a tout l'aspect là, aussi d'être capable de participer puis d'apprendre en réadaptation. Est-ce que ce concept-là ou ces éléments-là du concept sont évalués de cette façon-là en soins aigus? Je pense qu'il y aurait lieu à vraiment que les gens en soins aigus se prononcent vraiment là-dessus. Je pense que pour avoir déjà travaillé en soins aigus, il y a vraiment une pression pour libérer les lits.
Puis des fois, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour évaluer les patients. Donc, c'était un peu ça aussi dans mon projet de doctorat, l'étude sur raisonnement clinique. J'allais voir comment, dans une seule session, les ergothérapeutes, là, comment ils réfléchissent, puis c'est quoi les processus cognitifs qu'ils utilisent pour vraiment se prononcer là, sur le congé du patient, là. Puis si le patient a un potentiel. Merci bien. Je veux juste dire la prochaine question dans le chat par rapport à Alexandre là, qui questionnait. J'ai répondu en privé à Alexandre. Là. On va prendre contact pour qu'il ait toutes nos informations. Ah, je n'ai pas regardé le chat. OK. Merci. Je vais écrire peut-être mon courriel à tout le monde dans le chat tout de suite avant que j'oublie. J'ai une question d'une ergothérapeute ici. Donc, au niveau de la capacité du client à participer en réadaptation, pour la motivation, y a-t-il un outil pour évaluer la motivation que vous connaissez? Là, je ne les connais pas par cœur, mais je sais qu'il existe certains outils. Il y a un outil en particulier que je regardais dernièrement qui regarde, il appelle ça l'engagement, comment le patient est capable de s'engager. Puis la motivation faisait partie de cet outil-là. Mais l'outil est utilisé surtout en milieu de réadaptation. Je ne sais pas dans quel milieu la personne est là, Oui. mais c'est surtout un outil qui peut être utilisé en réadap. Peut-être moins en soins. Oui, c'est ça. Fait que c'est en réadaptation en AVC externe, dans le fond. Puis OK, c'est ça au ça niveau peut de être la. un outil intéressant. Fait que ça s'appelle Engagement, c'est ça? C'était quoi le titre? Patient Engagement and Rehabilitation, je pense. OK. Et comme je vous dis, écrivez-moi des courriels, là, ça va me faire plaisir de vous envoyer les références. Oui, puis on a plusieurs personnes qui sont partants pour une partie 2, fait qu'on va faire, je pense, OK. une partie 2 pour les évaluations aussi. Ça ira peut-être, si vous voulez, après les fêtes, parce que j'essaie vraiment de Oui. finir ma thèse là, en ce moment. Pas de problème. Donc, on a Tatiana qui a une main levée. Bonjour, salut Priscilla. Merci Allô, beaucoup Tatiana. pour ta présentation. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à l'étude où est-ce que tu as travaillé avec les ergothérapeutes puis tu as regardé leur raisonnement. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait comme des liens entre les caractéristiques des ergots puis comment ils raisonnaient? Exemple, s'il y avait plusieurs années d'expérience ou d'autres caractéristiques qui influençaient le raisonnement, d'après toi? Et vas-y, tu peux répondre à ça. Ben, en fait, les ergothérapeutes qu'on a inclus dans cette étude-là, ils devaient avoir tous au moins 3 ans d'expérience avec la clientèle AVC en soins aigus. Donc, c'était déjà des ergots là, qui avaient une bonne expérience là, de la clientèle et du contexte de soins. Donc, on n'a pas fait de comparaison entre les cliniciens. Donc, les résultats que je présente, c'est vraiment des cliniciens là, qui ont quand même un certain niveau d'expérience. Puis, en termes d'autres comparaisons de leurs caractéristiques, c'est plus difficile à faire là, parce que c'est une recherche plutôt qualitative. Donc, on a un échantillon assez restreint. Là. On a 10 ergots là, dans l'échantillon. OK. Puis l'autre question, c'était, d'après ce que je me souviens de notre pratique avec toi sur les aigus, c'est que cette décision, notre raisonnement était aussi beaucoup influencé par rapport à ce que les autres personnes de l'équipe pensent. C'était toujours une discussion qu'on avait ensemble avec les physios, les orthophonistes, le travail social, puis aussi les médecins traitants. Est-ce que l'équipe et la présence de l'équipe, est-ce que ça avait une influence sur le raisonnement des cliniciens? Oui, dans l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le raisonnement des cliniciens avant qu'ils parlent aux autres membres de l'équipe. Donc, c'était vraiment au moment qu'ils recevaient la requête, ils lisaient le dossier du patient, puis déjà, ils commencent à raisonner par rapport au potentiel de réadaptation. Ensuite, ils vont voir leur patient, ils font une évaluation initiale. Puis là, ils nous parlent encore de leur raisonnement à travers cette évaluation-là. Et par la suite, ils vont aller, par exemple, dans leur rencontre multi où ils vont parler aux autres professionnels qui ont évalué le patient. Cette autre partie-là, on ne l'a pas publiée là, pour l'instant, mais dans la majorité des cas, il y avait vraiment une concordance entre
l'interprétation de l'ergothérapeute, son jugement sur le potentiel de réadaptation et les autres membres de l'équipe. Mais comme c'était des ergots avec des équipes qui travaillaient quand même depuis un certain nombre de temps ensemble, je pense qu'il y avait une certaine forme de... c'est une équipe qui se connaissait bien. Donc, je ne sais pas si on étudiait des ergots avec beaucoup moins d'expérience, si là, on verrait plus d'écart entre ce que les ergots et les autres membres de l'équipe pensaient, là. Mais en tout cas, dans d'autres publications qu'on a fait, les membres, d'avoir le support d'une équipe multidisciplinaire, ça rentrait dans les facteurs organisationnels qui aidaient à évaluer le potentiel de réadaptation. J'ai bien répondu? Merci, Tatiana. Parfait. Donc, dans le chat, on a quelqu'un qui dit « Pour ce qui est du potentiel des troubles cognitifs légers, il y a beaucoup d'études d'une possibilité de progression. » Donc, voir Dr. Dresden. Comment utiliser... Oups, j'ai tout perdu mon truc. Comment utiliser tout ce savoir dans notre réseau? Pas d'obligation à répondre dans l'immédiat, je suis consciente de la lourdeur du sujet. Oui, ça serait une autre présentation encore. Ben, peut-être juste pour dire, je pense qu'il y a eu une époque, en tout cas, du moins quand moi, je travaillais en soins aigus, là, il y a quelques années, là, une dizaine d'années, il y avait comme la notion qu'il fallait qu'on dise si la personne avait du potentiel ou pas. Puis, je pense qu'avec la présentation que j'ai faite aujourd'hui, ce que je voulais vous apporter, c'est que ça se situe sur un continuum, hein. On peut avoir pas du tout de potentiel de réadaptation jusqu'à en avoir un excellent potentiel, tu sais. Puis bon, le qualificatif qu'on donne, c'est pas nécessairement très évident de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par pauvre, moyen, bon, excellent potentiel, mais il faut le voir sur un continuum. Donc, s'il y a des gens qui ont des troubles cognitifs très, très lourds versus très, très légers, oui, ça a un impact sur leur potentiel de réadaptation, mais ce qui est important de savoir, c'est quoi l'objectif qu'on peut prédire que la personne va être capable d'atteindre. Puis est-ce que la personne est capable de participer à une réadaptation? Là, si notre objectif est assez clair, il faut regarder est-ce qu'on a le type de service de réadaptation dans notre système qui permet de répondre à ce besoin de réadaptation. Donc, c'est pour ceux qui ont des troubles cognitifs légers, je ne sais pas si vous voulez dire qu'ils vont s'en vont souvent, par exemple, à domicile, puis ils n'ont pas accès à des services de réadaptation, là. Oui, ça arrive. Puis, effectivement, on pourrait avoir une conversation. Vous pourrez m'envoyer un courriel, puis on pourrait se prendre un moment pour discuter de ça, si vous voulez. Merci. Donc, je pense que c'est par rapport à votre étude avec la population dans l'étude qualitative. Donc, est-ce que l'environnement humain et réseau avaient une influence sur le raisonnement des cliniciens? L'environnement humain, est-ce que la personne veut dire l'environnement humain du patient ou l'environnement humain organisationnel? Je ne sais pas si la personne peut répondre dans le chat ou juste lever sa main, juste ouvrir son micro. De l'usager. Oui, en fait, l'environnement humain de l'usager, là où ça venait, parce que là, moi, je n'ai pas regardé spécifiquement est-ce que la personne peut retourner à domicile. Ce n'était pas ça ma question de recherche. La question de recherche, c'était vraiment de regarder comment les ergots ils raisonnent par rapport au potentiel de réadaptation du patient. Alors, le moment où les ergothérapeutes utilisaient ou jugeaient de l'environnement humain, c'était vraiment lorsqu'on pensait surtout à la possibilité de la personne de s'en aller peut-être vers une réadaptation, est-ce qu'il était candidat pour la réadaptation. Il y a plusieurs ergots qui m'ont dit que de façon informelle, les patients qu'on pense peut retourner à domicile parce que l'environnement physique est possible, et puis parce que l'environnement humain donne aussi un support aux patients, ces patients-là, ils ont plus de chances d'être candidats à la réadaptation, peu importe leur niveau de potentiel de réadaptation. Donc, c'est dans ce sens-là que l'environnement humain du patient était considéré quand on parle de potentiel de réadaptation.
J'espère que ça fait du sens. Oui, je pense que oui. Une autre personne vous remercie pour la présentation, puis elle est curieuse de vous entendre sur les biais possibles de votre étude et quelles pistes d'amélioration, donc notamment dans la formation des étudiants et des cliniciens, pourraient contribuer à homogénéiser le raisonnement des cliniciens. Wow, il y a comme plusieurs questions là-dedans. Peux-tu me répéter? Je pense qu'au début, c'est les biais possibles de l'étude. Oui, oui. OK. Ben, l'étude, comme je vous disais, là, ça a été fait, je ne sais pas si c'est un biais, mais ça a été fait vraiment auprès d'ergothérapeutes qui avaient 3 ans et plus d'expérience. Donc, ceux qui sont plus jeunes ou qui ont moins d'expérience, est-ce que le raisonnement est le même? On ne sait pas. C'était aussi, une évaluation, une étude où c'était l'évaluation initiale seulement qu'on regardait. Donc, si on avait regardé plusieurs autres sessions, est-ce que le raisonnement ou leur interprétation du potentiel de réadaptation aurait changé? Possiblement. Là, on regardait vraiment, l'idée c'était de regarder juste l'évaluation initiale parce qu'en soins aigus, souvent, on a juste une session pour déjà déterminer un peu le potentiel du patient. C'était quoi les autres questions? Les pistes possibles? C'est quoi les pistes d'amélioration, notamment dans la formation des étudiants cliniciens, qui pourraient contribuer à homogénéiser les raisonnements des cliniciens? Ah oui. Mais je pense que, tu sais, la diapo que j'ai présentée où il y avait les 3 concepts imbriqués, donc le potentiel de récupération, le potentiel de réadaptation, puis l'éligibilité à la réadaptation, je pense que ce serait un schéma qui pourrait être une bonne base là, de commencer avec les étudiants ou les nouveaux gradués quand ils évaluent le patient, qui pensent à tous ces facteurs-là à considérer, puis qu'ils aillent chercher des données sur ces facteurs-là. Ça serait déjà une bonne piste. Et aussi, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question-là est ergothérapeute, mais je n'ai pas parlé du deuxième objectif de cette... en fait, j'en avais 3, là, mais je n'ai pas parlé du deuxième objectif de cette étude-là, où on regardait vraiment comment les ergothérapeutes pensent, donc quel est leur processus cognitif. Puis ça, j'ai des données intéressantes aussi qui pourraient être intéressantes là, pour l'enseignement. Donc, ça pourrait faire aussi partie d'une autre présentation parce que ces données-là sont vraiment intéressantes, je trouve, pour l'enseignement. Je ne veux pas trop m'étendre ici parce qu'on n'aura pas le temps, mais je pourrais voir avec Mme Théhériane si ça peut vous intéresser. Donc, on fasse une autre présentation juste sur ça. Oui, je pense qu'on va le faire après le temps des fêtes. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, mais il y a plusieurs personnes qui vous remercient aussi. Donc, merci beaucoup, Priscilla. C'était une très belle présentation. Dans le fond, moi, je vais... Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer maintenant dans la salle. Merci tout le monde d'avoir été présent. Là. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a avancé là trop vite. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais arrêter l'enregistrement puis je vais l'envoyer. Il va être sur le site du CRIR. Puis c'est ça. Puis je vais l'envoyer à ceux qui m'ont envoyé leur courriel personnel également. C'est correct? Parfait. Parfait. Donc, merci encore. Puis on va se revoir l'année prochaine. D'accord. Merci. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye. Chabi, es-tu encore là? Oui, je suis encore là. C'est-tu correct avec toi si je vais juste prendre en note les questions là, qui étaient dans le chat? Oui. Dans le fond, je vais toutes les copier-coller sur un truc puis je vais te l'envoyer. C'est correct? Ah, OK, oui, parfait, ça serait super. Merci. Parfait. De rien. Fait que, merci, puis on se reparle. De rien. Merci à toi. Bye. Bye.